Richard Chamberlain, la star légendaire des Hollywood qui a captivé des millions de spectateurs avec ses rôles romantiques, a enfin atteint une étape importante de sa vie, se préparer pour un mariage à l'église. Pour lui, ce n'était pas seulement un événement mémorable, mais aussi un rêve devenu réalité après de nombreuses années d'attente. Une vie pleine de hauts et de bas avant de trouver le vrai bonheur. Né en 1934, Richard Chamberlain a passé la majeure partie de sa vie à jouer le rôle d'acteur. Il est devenu l'un des acteurs principaux des années 1960 et 1970, surtout connu pour son rôle dans Dr. Kildare, The Thornbirds et Shogun. Malgré son succès dans sa carrière, sa vie personnelle n'était pas facile. En tant qu'homme gay à une époque où Hollywood était encore très hostile à la communauté LGBTQ+, Chamberlain a dû garder sa véritable identité cachée pendant des décennies. Il a un jour confié que cela le faisait se sentir seul et perdu, incapable d'être fidèle à lui-même en public. Cependant, après avoir fait son coming out au début des années 2000, il s'est senti plus soulagé que jamais. Richard Chamberlain a eu de nombreuses relations, mais elles n'étaient pas toujours complètement heureuses. Après des années de recherche, il a finalement trouvé une véritable âme sœur, quelqu'un qui était prêt à aller jusqu'au bout avec lui. Pour Chamberlain, un mariage n'est pas seulement une simple cérémonie, mais aussi une affirmation d'amour et d'engagement entre deux personnes. Il avait peur que la société ne l'accepte pas, mais avec le temps, il a réalisé que l'amour est la chose la plus importante et que rien ne peut arrêter le vrai bonheur. Même à 90 ans, Richard Chamberlain est toujours très excité par son prochain mariage. Il souhaitait une cérémonie formelle mais intime où les amis proches et la famille pourraient profiter des festivités ensemble. L'église choisie pour la cérémonie avait pour lui une signification profonde, en tant que symbole d'amour, de connexion et de valeurs spirituelles. Chamberlain a méticuleusement planifié chaque détail du mariage, de la robe aux fleurs en passant par la musique. Il voulait que tout soit parfait, car c'était le moment qu'il avait attendu toute sa vie. Après des années de lutte, de dissimulation et de dépassement des difficultés de la vie, Richard Chamberlain a finalement obtenu ce dont il rêvait, un mariage heureux. Il croit que l'amour n'a pas de limite d'âge ou de préjugés, mais est simplement une harmonie entre deux âmes. Chamberlain lui-même était ému en pensant au grand jour qu'il attendait. Il se sentait chanceux de pouvoir enfin vivre selon ce que son cœur lui disait. Et surtout, il croit que quel que soit l'âge, tout le monde mérite le véritable amour et une vie remplie de bonheur. Richard Chamberlain n'aurait jamais pensé qu'à l'âge de 90 ans, il serait capable de ressentir une joie et un bonheur aussi complets qu'aujourd'hui. Après des décennies passées sous les projecteurs des Hollywood, à endurer les pressions sociales et une tristesse inexprimée, il a finalement pu être lui-même et profiter d'un moment qu'il pensait autrefois impossible, un mariage à l'église avec sa partenaire bien-aimée. Pendant de nombreuses années, Chamberlain a évité de rendre publique sa vie personnelle de peur d'affecter sa carrière. Au sommet de sa gloire, l'industrie du divertissement n'acceptait pas les acteurs homosexuels, et il savait que faire son coming out pourrait lui coûter tout. C'est pourquoi il a choisi de vivre une vie privée, en gardant toujours sa vie privée secrète et en se concentrant uniquement sur le travail. Mais peu importe son succès, il ne pouvait toujours pas effacer le sentiment de solitude dans son cœur. J'avais tout ce dont un acteur pouvait rêver, la célébrité, l'argent, des rôles mémorables. Mais je ressentais toujours un vide qui ne pouvait être comblé, a-t-il confié un jour dans une interview. Ce n'est qu'à l'âge de 60 ans que Chamberlain a décidé de révéler sa véritable identité. Il a révélé son orientation sexuelle et a commencé une nouvelle vie, ne se cachant plus et ne craignant plus les critiques. Et à partir de là, il a trouvé le véritable amour. Après des années de vie en réclusion, Chamberlain a finalement rencontré son âme sœur, quelqu'un qui lui a apporté la paix et la foi dans le véritable amour. Au début, il ne pensait pas au mariage, car après ce qu'il avait vécu, il n'était pas sûr d'avoir besoin d'un mariage ou non. Mais ensuite, à mesure que chaque jour passait, leurs sentiments devenaient plus profonds et Chamberlain réalisa qu'il voulait passer le reste de sa vie officiellement lié à la personne qu'il aimait. Alors que les lois devenaient plus ouvertes au mariage homosexuel, Chamberlain sentit que rien ne pouvait désormais l'empêcher de faire de son rêve une réalité. Il a douté un jour qu'il soit trop tard pour se marier, mais il a ensuite réalisé, il n'est jamais trop tard pour aimer et être aimé. Chamberlain voulait que son mariage ait lieu dans un cadre formel mais intime. Lui et son partenaire ont choisi une petite église où ils pourraient organiser une cérémonie simple mais significative.
Malgré son âge avancé, Chamberlain a personnellement participé à chaque étape de la préparation. Il a choisi un costume classique et élégant, fidèle au style gentleman qu'il a conservé au fil des ans. Il a également soigneusement sélectionné une chanson spéciale à jouer lors du mariage, une chanson qui avait une signification importante pour eux deux. Les amis proches et la famille étaient également très enthousiastes à l'idée du mariage. Ils savaient que Chamberlain avait attendu ce moment toute sa vie et il voulait tout faire pour que son grand jour soit le plus parfait possible. Le jour du mariage de Chamberlain n'était pas seulement un événement marquant le lien entre deux personnes, mais aussi un symbole de persévérance et de courage en amour. En entrant dans l'église et en voyant sa bien-aimée l'attendre au bout de l'allée, Chamberlain quite a high level of cases here, so everyone was asked to go back home. But international students, they didn't want to go, so they just stayed in our dormitories, even though they were studying online. So for them, it's kind of to feel connected to the university, they have to be at least in the same country. So this is what we found out. But of course, like comparing situation this year and the last year, so it's very hard to even say like things much better now. And I'm sure like everyone can agree with that because we kind of we're adjusting to everything. So this year it's much better, and like faculty is being creative as well. So the way we deliver, the way we engage with the students in a hybrid format, all of the teaching methods are changing. So this is why we're not just newbies here. So we're quite experts, all of us, with this online education. And has I have a question for the panel as a whole. Have there been any particular challenges about implementing the cultural change with faculty to ask them to work in such a different way, not just moving things to online, but also starting to be more cognizant of skills education and blending that into the main curricula? Is there generally an appetite to change curricula in this way, or was it something that was arguably being done already and is now just people are being a bit more aware of and a bit more articulate about? If I can answer this question. Please. So I remember like last year we were trying to implement the changes on the go. So when all of us moved to online, so we had to make some changes in our curriculum, in our syllabus. This year, like even last semester, everything is quite planned. So we have plan A, we have plan B. So now everything is planned out well. But what's important now, I think that everyone noticed that it's just not about the like just the knowledge, but more about engagement. So how do you work with your students? How do you engage them in the class, even though everyone is sitting online through their laptops? And this kind of connection is very important for the good learning environment. And we had some, not necessarily the resistance from faculty, but more was about deliver the classes, the way they deliver the technical glitches on Zoom. Yeah. Sorry, go ahead. Yeah. Sorry, no, Dan, your audio dropped out for just a moment, but I think I got the broader point that you were making. Yeah. Can I ask you a bit more about Coursera's work with its partners in the region, and how much is this engagement emerging as sort of a key challenge? You know, if institutions don't get that right, then doing everything else becomes so much more difficult.